qu'est-ce qui est important pour toi d'enseigner aux étudiants dans un contexte justement de réanimation, d'urgence, que souvent, là, on perd nos moyens. Puis on oublie tout notre protocole là, qu'on est censé savoir, qu'on apprend 10 fois à l'école. Il s'en va. Là. Fait que comment toi, t'aides les étudiants justement dans ce contexte-là en réanimation quand c'est entre la vie et la mort? Oui, fait que je donne un cours sur l'application des connaissances sous pression que je donne aux résidents seniors en médecine d'urgence. C'est un cours qui n'est pas médical, c'est un cours vraiment sur le savoir-faire, exactement ce que tu dis. Comment pas éteindre son cerveau lorsque le feu prend dans l'urgence, ce qui est même pour nous, pas facile puis pas évident au début. C'est une aptitude qui s'apprend puis une aptitude qui se pratique. Puis j'essaie de développer avec les résidents des stratégies ensemble pour développer ces aptitudes-là. Fait que pour moi, je vois ça comme un peu comme les pilotes ou les athlètes de haut niveau ou, par exemple, des musiciens en orchestre. C'est quelque chose qui se bâtit avec le temps puis quelque chose qui se pratique. Fait que qu'est-ce que tu fais avant ton quart de travail? Comment tu t'assures que tu es 100% optimal en rentrant pour ton shift? Le sommeil, ce que tu manges, tout ce que tu fais avant de se préparer pour un shift. Comment tu fais au moment qu'une crise arrive. Fait que un des trucs que j'essaie de promouvoir avec les étudiants, c'est de se trouver son système pour se remettre en place. Que ça soit prendre son propre pouls pendant juste 5 secondes, un mantra personnel que tu dis internellement ou externellement, prendre 4 respirations tactiques, c'est-à-dire 4 secondes d'inspiration, tu tiens ton souffle 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu fais ça pendant 2-3 respirations juste pour se remettre l'esprit en place. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire au moment de situation de la crise. Puis enfin, ce que tu fais après la situation de crise. Un peu les choses qu'on s'était dit. Fait qu'un débrief d'équipe, ça, c'est une chose que je pense que la majorité des médecins qui m'inspirent, puis des médecins avec qui je travaille, ils essayent de faire quelque chose de ce genre-là, un débrief d'équipe ou un débrief personnel au moins. Puis comment penser à ces cas où on est capable de, comme j'ai dit tantôt, prendre les bons coups et les mauvais coups et les absorber de façon qu'on s'en sert pour le futur. Que tu apprends, en fond, pour pas... Fait, grosso modo, c'est ça le cours que je donne. Mais je pense que pour longtemps, le modèle d'enseignement de la médecine était « fais-le 1000 fois, puis éventuellement, tu vas être mieux à le faire ». Ce qui pas entièrement faux, mais je pense que comme tout, c'est pas juste la pratique qui rend parfait, c'est la pratique parfaite qui rend parfait. Fait qu'il faut se pratiquer, mais avec une volonté puis avec une direction. Pas juste faire 1000 fois la même chose puis en s'attendant que ça s'améliore. C'est pas de s'ajuster, dans le fond, avec ton expérience. Mais justement, toi, avec toute l'expérience, là, ça fait déjà 5 ans. Comment tu as vu évoluer justement ta manière de prendre en charge les cas urgents? Puis c'est quoi tes stratégies? Puis est-ce que tu te fies justement de plus en plus à ton instinct parce que là, tu as de l'expérience? Tout ça, comment tu vis ça? Je pense que je bouge moins, c'est la première chose. Je pense qu'au début, tous les médecins sont très actifs puis ils veulent mobiliser tout. Puis tu finis par juste bouger beaucoup. Puis plus j'avance dans ma carrière, plus je me vois juste pas bouger, puis un peu comme, encore une fois, comme j'utilise toujours l'analogie du cockpit, garder un environnement de plus en plus silencieux, puis juste dire ce qu'il faut et pas dire ce qu'il faut pas. Puis je me vois aussi, comment je pourrais dire, je suis mieux capable de prendre un survol instinctif, un peu comme tu dis, le gestalt, qui est un mot en médecine qui est souvent utilisé. Le gestalt, c'est un mot, je pense, allemand, mais qui est utilisé beaucoup en milieu anglophone, qui veut dire juste le feeling instinctif d'un patient quand tu le vois rentrer. Par exemple, si on prend 2 patients en détresse respiratoire, un qui est en crise d'asthme sévère, puis un qui a de l'œdème pulmonaire, fait que de l'eau sur les poumons. Ils ont de façon subtile, mais très claire, une allure différente dans leur juste façon de se présenter. Puis ça, c'est des choses qu'avec l'expérience, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans au début de résidence, je pourrais pas nécessairement te nommer ces différences-là, mais plus j'avance dans ma carrière, plus je me vois mon instinct comme suivre mes connaissances médicales intellectuelles. Fait que je me fie de plus en plus, comme tu dis, à mon instinct, tout en sachant que l'instinct n'est pas parfait.
On a tous des biais, on fait toutes des erreurs. Fait que je pense que je prends des actions plus décisives que je prenais initialement, mais en me permettant un filet de sécurité intellectuel, en assurant que je laisse une marge de doute pour d'autres diagnostics. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui a changé dans ma façon d'approcher les cas incertains et critiques en salle de réanimation. OK. Puis, y a-tu des cas, justement, qui te viennent en tête que tu as trouvé plus difficiles ou qui t'ont marqué particulièrement pendant ta carrière? Oui, j'ai un auquel je pense souvent, qui... je pense que tous les médecins qui vont écouter ça vont peut-être se mettre dans les souliers d'un médecin qui manque un diagnostic, ce qui arrive à tous. En première année de pratique, j'ai eu un jeune gars, 16-17 ans, qui s'est présenté avec une douleur atypique testiculaire qui avait duré comme une journée ou deux, mais qui était pas très clair pour moi en termes de diagnostic. C'était tard en soirée, peut-être 21h, 22h. Puis le diagnostic ultime était une torsion testiculaire qui nécessite des soins très rapides d'un chirurgien urologue ainsi qu'une échographie essentiellement sur le coup. Puis sur le coup de ce cas-là, je me rappelle, je m'étais convaincu que l'échographie n'était pas nécessaire ce soir-là parce qu'il y avait des éléments atypiques dans l'histoire. Que finalement, le jeune gars a perdu sa testicule parce que le flot vasculaire à cette testicule-là était compromis trop longtemps. Fait que j'ai longtemps angoissé sur ce cas-là parce que je me voyais comme un mauvais médecin, entre guillemets. Puis je suis pas sûr qu'est-ce qui rentrait dans ma tête nécessairement à ce moment-là. Est-ce que c'était la volonté de ne pas réveiller l'échographiste pour venir à 22h le soir? Est-ce que c'est parce que j'étais plus en fin de shift, plus fatigué? Mais je sais que ça m'a marqué longtemps. Ça a changé la façon que j'approche, puis ça m'a forcé à apprendre. Fait qu'une des choses que je fais maintenant, c'est j'ai appris comment faire jusqu'à un certain niveau l'échographie des testicules pour s'assurer qu'il n'y a pas des signes de torsion. Toi-même. Moi-même, mais ça m'a aussi appris comment être vraiment le mot que je cherche en anglais, advocate, pour mes patients. Vraiment être... vraiment pousser pour ce que je pense est le meilleur pour mon patient. Peu importe l'heure, peu importe qui fait quoi. Puis quitte à avoir tort de temps en temps, ce qui est une erreur que je juge plus acceptable que de manquer quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas jamais abuser du système, mais de pousser toujours pour ce que tu penses être le meilleur pour le patient. Depuis ce temps-là, je n'ai aucun obstacle mental pour le faire maintenant. OK, fait que ça a été une bonne chose à un niveau pour toi, pour la suite de ta carrière. Oui, puis à date, il n'y a pas eu d'autres? Pas d'autres de manquer. J'en ai eu deux d'ailleurs depuis ce temps-là que j'ai diagnostiqué sur le coup qui ont un bon finalement résultat final, qui ont pas eu leur chirurgie puis qui ont bien guéri. Fait que je suis content que ça n'a pas juste été pour rien. J'ai pu apprendre de ce cas-là puis m'améliorer avec ça. OK.